Le vieux Doumerc était mort dans sa maison du 15 rue des Intermondes, dans des conditions obscures. Et du jour au lendemain, un homme d'aspect répugnant y avait élu domicile. La première fois qu'on l'a vu, cet homme répugnant, c'était au bar de la Grand Place. Il est entré sans rien dire, pas même bonjour. Il s'est assis à une table et on l'a tous regardé. Il dégageait une odeur de renfermé. Sa panse ronde débordait sur ses hanches en d'immenses bourrelets. Son marcel jauni présentait des taches et des trous. Le barman s'est levé pour lui dire de repartir, mais il s'est arrêté en chemin, écœuré par l'odeur. L'inconnu a détourné le regard de la carte. Ses yeux partaient chacun d'un côté. De sa bouche putride sortirent deux mots, à peine articulés. Une bière. Une bière. Et le barman est reparti préparer la pinte. Puis mon voisin de table a rompu le silence pesant. « Eh vous le gars, vous venez d'où ?» qu'il a dit, mon voisin. Mais l'homme répugnant n'a rien répondu. Il plongeait son doigt dodu et crasseux dans son nez en forme de fraise. Il leur sortait des crottes grosses comme des larves, suscitant l'écœurement général. Ah, c'était un gros dégueulasse. Tous détournèrent le regard, sauf moi, qui le vis étaler ses larves nasales le long de son Bermuda pouilleux. Bien sûr, je fus pris d'écœurement d'abord, puis d'une soudaine envie de frapper cet homme, de l'expulser du village, de l'envoyer sous terre, loin des hommes, loin de nos familles. Le serveur est revenu avec une bière, il l'a déposée, et il est retourné derrière son comptoir, tout aussi indisposé que nous autres. L'inconnu a rien dit, pas même merci, et il a descendu sa bière d'une traite. Après quoi, il a déposé une pièce sur la table, et il est parti. On n'avait plus envie de parler, nous autres. Alors on a continué à boire en silence, plein de dégoût. Le serveur a fini par débarrasser la table, avec des gants de cuisine. Il a regardé la pièce que l'inconnu avait laissée, et il a dit « Ben, sa pièce c'est pas d'ici. » Je me levai, et constatai à mon tour que la monnaie ne ressemblait à rien de connu. 2 jours plus tard, il y eut le marché aux fruits et légumes. On avait presque oublié cette étrange rencontre. Mais l'homme répugnant réapparut aux dernières lueurs du jour. Il se servait dans les cagettes de fruits invendus et remplissait ses sacs plastiques de pêche farineuse ou abîmée, parfois rongés par les insectes. Les marchands laissaient faire, tout en contenant leur colère et leur répugnance. Qui était cet homme? D'où venait-il? Comment était-il parvenu chez nous? Était-ce seulement un homme? Au village, dans les bars et les foyers, on a commencé à parler que de ça, de l'homme répugnant. Tous avaient eu affaire à lui, d'une manière ou d'une autre. Chacun voulait le voir partir. Les mères défendaient aux enfants d'approcher sa maison. Certains pères de famille évoquaient déjà l'expulsion. Le maire, lui, se contentait d'écouter, tout habitué qu'il était à ne pas bouger le petit doigt. Moi, je restais stoïque, même si j'avais un plan en tête. Avec mes camarades, on a commencé à observer ses allées et venues. Des journées entières s'écoulaient parfois sans qu'on le voie sortir de chez lui. Un jour, enfin, on l'a surpris à partir, et on a profité de son absence pour s'introduire dans la maison délabrée. On a forcé l'entrée. Des effluves de moisissure et d'humidité nous arrêtèrent dans notre élan. Nous restions sur le pas de la porte, chamboulés par cette odeur putride qui irritait nos narines. J'ai mis mon nez dans mon t-shirt et j'ai franchi le seuil, suivi de près par les autres. Dans le faisceau de nos torches, la poussière se mêlait à la crasse. J'ai aperçu des blattes courir sur les tables et les commodes. Aucune lumière naturelle ne perçait les planches qui condamnaient les fenêtres. Aucun homme n'aurait pu vivre dans un tel lieu, parmi l'obscurité et la vermine. Allez voir les autres pièces, que j'ai dit aux autres. Pour ma part, je suis descendu au sous-sol. L'escalier qui y menait semblait interminable, et j'ai failli tomber par 2 fois. Arrivé tout au fond, je n'ai vu qu'un amoncellement de vieux meubles et un ramassis d'antiquités sans grande valeur. J'ai déplacé ma lampe d'un coin à l'autre de la cave, et à chaque fois la lumière butait sur un mur ou un objet, sauf en un point où elle semblait se perdre à l'infini. Je me suis déplacé vers ce point, et après avoir déplacé plusieurs chaises empilées, j'ai compris qu'il y avait là un tunnel. Puis après, j'ai entendu du mouvement à l'étage. Psst, le gars revient, cache-toi! J'ai éteint ma lampe et je suis resté là, près de l'oreille. J'ai attendu peut-être 2 ou 3 minutes, puis j'ai entendu les planches du parquet craquer. Et puis plus rien, jusqu'à ce qu'un cri glauque me sorte de ma léthargie, suivi de près par le bruit d'un corps à corps. J'allais monter à l'étage quand quelqu'un dégringola dans l'escalier. J'ai rallumé ma lampe en vitesse, maladroitement, et j'ai vu l'homme répugnant, étalé sur les dernières marches de tout son long. Il était mort. En haut des marches se trouvaient les 3 assassins, mes amis. Faut qu'on se débarrasse du corps, a dit l'un des nôtres. Alors les 3 sont descendus jusqu'à moi. Comment qu'on fait? A demandé l'un d'eux. Moi j'ai réfléchi très fort et j'ai dit, fais rien. On fait rien du tout. On va le laisser comme ça. Le gars, ouais, il a fait une mauvaise chute. Voilà, pas étonnant avec l'obscurité qui règne. Ouais, qu'a dit mon pote. T'as raison. On était con. Puis bon, les gars allaient repartir, comme si de rien n'était. Mais j'en ai retenu un par le bras, et je leur ai montré le tunnel.
Ni une ni deux, on y est entré dans le tunnel. La curiosité étreignait nos cœurs. On oubliait presque le meurtre qui venait d'avoir lieu. Le tunnel était étroit et bas de plafond, mais il allait en s'élargissant et en descendant toujours plus profond dans la croûte terrestre. Combien de temps nous avons marché ? Impossible à dire, si ce n'est que nous avions mal aux genoux. Le tunnel serpentait en de sinueux couloirs. Parfois, il fallait franchir des crevasses. La curiosité, je me rappelle, nous portait toujours plus loin. On est arrivé dans une caverne avec de l'eau et des stalactites. On a nagé pour arriver sur l'autre rive. L'eau était gelée. Le tunnel continuait et on s'est enfoncé des heures durant, sans se soucier de rien. Et puis, on a entendu des voix. C'était pas des voix articulées, plutôt des bruits gutturaux. Nous avons éteint les lampes car le bout du tunnel semblait éclairé. On s'est approché à pas feutrés, mètre après mètre, puis on a continué en rampant jusqu'au bord du précipice. Une échelle permettait d'accéder à une salle 10 ou 15 mètres en contrebas. On s'est penché un peu plus, et c'est là qu'on les a vus. Une horde d'hommes répugnants qui festoyaient en je ne sais quel honneur. On est resté à les observer longtemps, fascinés par ce spectacle surnaturel et odieux. Qui étaient-ils ces êtres répugnants? Que voulaient-ils? L'un des gars a tapé sur mon épaule pour que je décroche, fallait pas rester. On est reparti donc, sans rien dire de tout le chemin, mais au fond nous on savait qu'on viendrait, plus nombreux, qu'on leur ferait la peau. Et dans un accès de lucidité, tandis que j'échafaudais un plan pour se débarrasser de ceux qui vivaient sous terre, j'ai compris que nous étions en passe de devenir nous aussi des hommes répugnants. Un cri strident s'élève dans la nuit. Léon se réveille en sursaut et jette un coup d'œil par sa fenêtre. On voit un sentier éclairé par la lune qui part dans la forêt. Il y a du mouvement dans la neige. La curiosité prend l'ascendant sur la peur et le pousse hors de son lit. Il sort une lampe torche à la main et pointe le faisceau lumineux vers le sentier. C'est là qu'il la voit, la bête, avec ses grands yeux jaunes et ses griffes immenses. Elle le regarde. Léon manque de tourner de l'œil. Réveillés par le cri, d'autres villageois ouvrent leurs volets. La bête prend alors un corps entre ses mâchoires et disparaît dans la forêt enneigée. Le lendemain, il y a foule au départ du sentier. Des badauds sont attroupés autour d'une grande tache de sang, bien visible dans la neige. Parmi eux se trouve Léon. Le maire arrive sur place, tente de rassurer avec ses « Du calme, mes amis, du calme !» et ouvre l'enquête. L'inquiétude se lit sur tous les visages. On procède au recensement et on constate que la petite Gertrude manque à l'appel. Léon fait alors le rapprochement avec ce qu'il a vu la veille et raconte tout aux autres. L'inquiétude laisse place à l'effroi. Devant un tel cas de figure, le maire fait monter la garde aux abords du sentier et autour du village. Mais on ne voit rien d'anormal. 2 semaines se passent et l'enquête s'enlise. Aucune trace de la bête. On ne retrouve pas le corps de la petite Gertrude. On tente d'oublier, de faire le deuil. Mais un soir, tandis que le soleil disparaît derrière les hautes montagnes, Léon revient de balade par le sentier et croise un inconnu. Arrivé à son niveau, l'homme ôte son chapeau par politesse et dévoile 2 grands yeux jaunes, identiques à ceux de la bête aperçue jadis au même endroit. Léon est submergé par le souvenir effrayant de cette nuit-là. Il décide de suivre l'individu à bonne distance dans l'obscurité grandissante. Après 1 heure de marche, l'homme intrigant arrive devant une grotte. Léon attend, planqué derrière des fourrés. Sa vue s'habitue à l'obscurité si bien qu'il peut distinguer des restes d'eau, éparpillés ça et là. Son effroi et sa curiosité n'en sont que plus grands. Minuit sonne et le ciel se découvre. Léon grelotte, tapis depuis des heures. Mais sa patience finit par payer car l'homme ressort et vient se poster sur un rocher bien éclairé par la lune, devenu jaune. Les yeux écarquillés, Léon assiste à la transformation la plus surnaturelle de sa vie de montagnard. D'abord les oreilles qui s'allongent et se recouvrent de longs poils. Puis c'est autour de la bouche et du nez qui forment une gueule pleine de dents acérées, longue de 15 cm au moins. Enfin, les jambes et le buste triplent de volume. L'homme devenu monstre s'élance dans la nuit noire. Léon ne se dégonfle pas et arrive à suivre la bête à travers les sapins, mais celle-ci accélère et il finit par la perdre de vue. Le loup-garou rôde près du village, en quête d'une proie facile. Carla et Maëlle, 2 jeunes filles insouciantes, discutent sur le chemin qui part dans la forêt. Léon arrive sur les lieux et aperçoit de nouveau la bête, cachée derrière l'un des arbres qui bordent le sentier, prête à bondir tout croc dehors. Mais alors que Léon s'apprête à avertir les 2 ados, le vent tourne,
et apporte son odeur aux narines du loup-garou. Ce dernier est coupé dans son élan, intrigué, il use de son flair et prend en chasse Léo, qu'il finit par faire tomber d'un coup de patte. À terre, impuissant, le vieux montagnard implore la bête et au cours d'un bref échange de regards, celle-ci reconnaît celui qu'elle a si aimablement salué quelques heures plus tôt. En désespoir de cause, Léon se redresse sur son séant et tente d'amadouer le gentilhomme qui sommeille en la bête. Mais cette nuit-là, dans le vent glacial des monts impassibles, tandis que Carla et Maël revenaient tranquillement de leur balade nocturne, on entendit un cri horrible, celui d'un homme agonisant, victime du loup-garou des Alpes. L'histoire du loup-garou des Alpes fut transmise de génération en génération, ce qui a donné un proverbe très populaire dans la région. On peut bien émouvoir le cœur de l'homme, mais on ne peut émouvoir celui de la bête. J'errais depuis 3 semaines à travers les plaines andalouses quand je fis halte à Ronda, une petite ville perchée en haut d'une falaise qui tombe à pic. C'est là que j'eus vent d'un fait étrange, survenu 1 an plus tôt. Au cours du mois de juillet de cette année-là, le cimetière fut l'objet d'une série de pillages. Chaque jour, on retrouva les tombes ouvertes, dépourvues de leurs squelettes. Le mystère prit une telle ampleur que toute la province parlait du pilleur anonyme. Le maire fit alors monter la garde, mais on ne vit rien et toutes les tombes furent bientôt profanées. Tout le monde se connaissait à Ronda, et la méfiance gagna toute la population. Personne ne s'adressait presque plus la parole. Le pilleur était parmi eux. C'est alors qu'on révéla l'identité du pilleur en question. C'était l'artiste de la ville, un être solitaire qui vivait à l'écart. La colère était telle que les habitants voulurent le jeter du haut de la falaise. Et c'est ce qu'ils firent. L'artiste resta stoïque, le regard tourné vers le ciel. Il accepta son destin. Il posa un dernier regard sur le maire qui ne s'interposa guère, et les croquants le poussèrent dans le vide. L'abîme était tel qu'on distinguait à peine le corps en contrebas. L'un des citoyens ne prit pas part à la tuerie et entra dans l'atelier de l'artiste, car il avait plus à cœur de retrouver le squelette de sa mère, morte l'été dernier. Là, dans une pièce haute de plafond percée par un Vélux, il assista à la scène la plus troublante de sa vie banale. Devant lui se tenaient tous les squelettes volés au cimetière. Ils semblaient animés d'un second souffle, car ils avaient été mis en scène de telle manière à rappeler celles et ceux qui étaient partis. La petite Angéline, qui jouait à terre avec son chien, écrasé 3 ans plus tôt par un automobiliste. Le vieux musicien avec son pipeau à la main, mort de vieillesse. La crémière Madame Rossillot avec un pot plein de beurre à portée de main. L'ancien maire, Monsieur Hernandez avec son chapeau et sa canne. Et tant de gens encore que l'artiste faisait revenir d'entre les morts. Le citoyen dut s'asseoir sous l'effet de l'émotion. Le squelette de sa mère se tenait sur une chaise. Il la reconnut à l'écharpe rouge que l'artiste avait dérobée chez elle. La porte de l'atelier s'entr'ouvrit, grinça et finit par s'ouvrir entièrement. C'était le maire, suivi par des dizaines de personnes, tous frappés de mutisme. Chacun entra dans l'atelier pour voir ce qu'il ne saurait croire. Certains fondirent en larmes, d'autres étaient plongés dans la perplexité la plus totale. Certains furent saisis par l'horreur quand ils reconnurent un proche ou un ami défunt. Quel avait bien pu être le dessein de l'artiste ? C'est la question que se posait le maire et les quelques-uns qui étaient encore capables de raisonner en cet instant. Lentement, un vieil homme s'avança sur la scène. Il contemplait la mort en action, protagoniste du souvenir. Il restait immobile, objet de toutes les expectatives. On se demandait ce qu'il allait faire. Il se posa devant un squelette familier et le prit à bras-le-corps. Il alla vers la sortie et chacun s'écarta pour le laisser reconduire les ossements dans leur fosse. Les uns après les autres, les citoyens récupérèrent les restes d'un père, d'un frère ou d'un ami. Dehors, sous le soleil laiteux, une file de gens allait en direction du cimetière, un squelette sur l'épaule, la mine grave et le regard baissé, endeuillé à nouveau. Le voyageur ou le touriste qui aurait assisté à la scène se serait essuyé les yeux avant d'admettre qu'il n'était pas sous l'emprise d'un hallucinogène ou d'un enchantement. Je n'ai pas cru à cette histoire, mais ce jour-là, un photographe était dans les rangs des badauds et j'ai vu l'une de ses photos. J'appris aussi que ce photographe n'était autre que le frère de l'artiste qu'on avait envoyé en enfer 1 heure plus tôt.